Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une traduction française audio de Candace Owens, son épisode 230, où elle parle, ma foi, de quelque chose de très surprenant. Donc la première partie, c'est sur son procès avec Emmanuel Macron, et le plus surprenant, c'est la deuxième partie où vous allez voir, elle se pose la question sur la présence de Jean-Michel Trogneux aux États-Unis dans une expérience absolument effrayante. Je ne sais pas, faites-vous votre opinion. Bon visionnage. Très bien, les amis. Bon mardi à tous. Épisode sympa pour vous aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron vient d'être interrogé à propos de ce procès sans précédent intenté contre moi, et franchement, c'est vraiment un petit malin. Il refuse de prononcer mon nom tout en parlant de moi. Je vais vous montrer ça. Aussi, ne vous emballez pas trop, mais quelqu'un pense avoir aperçu Jean-Michel Trogneux sur une photo datant des années 1970, ce qui correspond justement à l'époque où JNT disparaît. Et il serait en Amérique, si c'est vraiment lui. Mais en réalité, on n'en sait rien. Comme je l'ai dit, ça va être un épisode très excitant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue à nouveau sur Candace. J'ai dit de ne pas s'emballer, mais en fait, je suis plutôt excitée. Avant tout, Emmanuel Macron, c'est juste un ministre, un vrai ministre, il faut que je le dise. Franchement, il va sûrement rajouter ça quelque part dans le procès quand il le relancera, j'en sais rien. Mais à ce stade, c'est indéniable, non ? C'est tellement pathétique de voir cet homme aller partout et essayer de s'expliquer. Franchement, on comprend vraiment qu'ils sont tous des acteurs. Ce ne sont que des acteurs. Bref, aujourd'hui, il y a eu un énorme article dans Paris Match, qui est un média grand public là-bas, dans lequel Emmanuel Macron est interviewé par un journaliste complaisant. Il précise bien qu'il s'agit d'un journaliste bienveillant qui respecte profondément Macron, qui pense probablement que c'est un génie ou peu importe, et ce journaliste s'appelle Darius Rothbain. Et bien sûr, il ne peut pas ignorer l'éléphant dans la pièce. Il pose la question suivante à Emmanuel Macron. Évidemment, nous traduisons cela en anglais, mais Darius dit « Les cercles nationalistes américains vous sont hostiles. Vous avez décidé de porter plainte contre Candace Owens, l'influenceuse qui répand la rumeur selon laquelle votre épouse serait un homme. Cela rompt avec la coutume largement répandue chez les chefs d'État de ne pas réagir à ce genre d'attaque. » Emmanuel Macron répond alors « Oui, il y avait une tradition qui disait qu'il fallait laisser couler. C'est ce que nous avons fait au début. Au départ, c'était en France. On nous a conseillé de ne pas porter plainte. Cela risquait de provoquer un soi-disant effet Streisand qui attire encore plus l'attention sur ces mensonges, mais cela a pris une telle ampleur aux États-Unis que nous avons dû réagir. Il s'agit de faire respecter la vérité. Faire respecter la vérité. Nous parlons de l'état civil de la première dame de France, une épouse, une mère, une grand-mère. Ce n'est pas la liberté d'expression que de vouloir empêcher le rétablissement de la vérité. Ceux qui vous parlent de cette prétendue liberté d'expression sont ceux qui interdisent les journalistes dans le bureau ovale. Je n'accepte pas cela. D'accord, quoi ? Il y a beaucoup à décortiquer là-dedans. Donc la personne lui répond, Darius lui répond, et il dit, donc vous irez jusqu'au bout dans ce combat pour obtenir une condamnation ? Et Emmanuel Macron dit, bien sûr, il s'agit de défendre mon honneur parce que c'est n'importe quoi. Elle, en parlant de moi, est quelqu'un qui savait très bien qu'elle détenait de fausses informations et elle l'a fait dans le but de nuire, au service d'une idéologie et avec des liens établis avec des dirigeants d'extrême droite. Fin de citation. Bon, les gars, il s'agit d'honneur. C'est ce que... C'est juste une question d'honneur et c'est une épouse et c'est une mère. Et vous ne comprenez pas qu'il est obligé de faire ça ? Ce n'est pas une question de liberté d'expression. C'est plus important que la liberté d'expression parce que les gens qui invoqueraient la liberté d'expression sont les naines qui refuseraient l'accès des journalistes à la salle de presse de la Maison-Blanche. Ça n'a rien à voir avec moi. Franchement, on dirait une tique contre Trump ou quelque chose comme ça. Et donc oui, il dit, on n'a pas à réfléchir à la liberté d'expression ici. On va la poursuivre. On va la condamner. Et bien sûr, ce journaliste, parce que c'est un représentant de l'État, c'est comme ça qu'on obtient ces interviews avec les présidents. Il faut être prêt à les regarder et à dire « Vous êtes incroyable. Vous brillez tellement, surtout en Europe. » Évidemment, le journaliste, Darius, ne pose jamais les questions évidentes ici. Il ne demande jamais à Emmanuel Macron pourquoi exactement il ne choisit pas la voie bien plus simple de défendre son soi-disant honneur en demandant simplement à sa femme, sa soi-disant femme, de publier des photos des 30 premières années de sa vie, vous savez, cette période manquante dans sa vie.
On a l'impression que si vous vouliez vraiment défendre votre honneur, vous feriez simplement ça, peut-être même vous promèneriez avec Jean-Michel Trognon, mais non, il ne peut pas le faire, et le journaliste ne peut pas non plus demander pourquoi il ne le fait pas. Curieusement, aussi, le journaliste a peut-être oublié de poser à Emmanuel Macron la question encore plus importante, à savoir, eh bien, si c'est vraiment le cas, pourquoi ne poursuivez-vous pas Xavier Poussard en justice? Vous dites que la série est devenue si populaire en Amérique. Eh bien, cette série est basée sur un livre écrit par un citoyen français sur lequel nous avons donc une certaine autorité. Oui, nous sommes français. Oui, vous êtes le président français. Xavier Poussard, cible facile, il est français. Poursuivez-le d'abord pour diffamation. Non, 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 non. Ils n'ont pas posé cette question. Non, non, non. Xavier Poussard a été présenté dans ma série expliquant le livre et toute son enquête entière, et il n'est pas poursuivi pour diffamation. Au lieu de cela, il est poursuivi pour cyberintimidation. Alors, qu'en est-il vraiment d'Emmanuel Macron? Nous n'allons pas le découvrir par le journaliste, bien sûr. Darius n'a même pas repoussé l'idée la plus stupide. Emmanuel Macron prétend qu'il a dû porter plainte parce que l'affaire a pris une telle ampleur en Amérique et qu'il a donc porté plainte et l'a ensuite rendue mondiale? De quoi parlons-nous? Tu vas te battre jusqu'au bout pour obtenir une condamnation sévère? Super. Nous aimons cela, Emmanuel, parce que nous voulons vous faire asseoir devant le tribunal. Nous voulons pouvoir poser ces questions auxquelles vous ne répondrez toujours pas, auxquelles Brigitte ne répondra toujours pas. C'est tout ce que tout le monde demande, d'où la raison pour laquelle nous sommes venus vers vous avant même de publier le premier épisode. Bonne chance pour prouver l'intention malveillante alors que vous aviez vous-même la possibilité de dissiper toutes ces soi-disant rumeurs sur le véritable sexe de votre femme. De toute façon, les amis, c'est complètement dingue. Il ne dira pas mon nom. Il ne dira pas mon nom. Je me sens comme Destiny S. Child dans ce moment, vraiment. Laissez-moi vous montrer cette chanson. Vous vous souvenez de ce vieux morceau? C'est My Name? Pourquoi ce changement soudain? Dis mon nom, dis ma nom. Si personne n'est autour de toi. C'est exactement ce que je ressens en ce moment, tu vois? Il agit un peu bizarrement. On sait bien que ce n'est pas une femme. Macron, dit non. Bon, maintenant, passons à quelque chose d'aussi intéressant, voire encore plus intéressant, en fait carrément plus intéressant, potentiellement quelque chose. Bon, donc potentiellement quelque chose. Ne nous emballons pas trop hic. Je vous présente ça uniquement parce qu'on veut plus d'informations et que l'enquête est toujours en cours. Comme je l'ai dit, ce serait une enquête close s'ils pouvaient eux-mêmes répondre à ces questions, mais ils ne le peuvent pas à cause de la confidentialité, la confidentialité, la confidentialité. Bon, petit récapitulatif avant qu'on passe à cette photo. La piste de Jean-Michel Trognon devient complètement froide juste avant 19 à 1970, d'accord? Donc je vais revenir à cette chronologie qu'on a présentée tout au long de notre série, Devenir Brigitte, parce que vous avez probablement besoin d'un petit rappel ici. C'est parti! On vient de retracer la vie de Jean-Michel Trognon depuis sa naissance en 1945, mais la partie qui nous intéresse, c'est 1963, parce qu'en 1963, c'est l'année où Jean-Michel Trognon a 18 ans, d'accord? Et à cette époque en France, les hommes devaient s'inscrire à l'armée. C'était obligatoire. À 18 ans, tu dois t'inscrire, sinon tu dois présenter une raison valable pour laquelle tu ne peux pas rejoindre l'armée à ce moment-là. Donc, on sait que le 12 février 1963, selon le travail remarquable de Xavier Poussard, le lendemain du 18e anniversaire de Jean-Michel Trognon, son père, Jean Trognon, effectue l'inscription militaire à la place de son fils. Ce qui est vraiment étrange cette année-là, c'est que dans ce dossier important, alors que son père demande un report officiel, on apprend que Jean-Michel vivait en Algérie au tout début de cette année-là. Ensuite, on sait qu'à la fin de cette même année, il est de retour en France et il est dans une école d'ingénieurs, d'accord? C'est là que Xavier et les journalistes ont pu retrouver cette photo désormais célèbre, cette photo de 1963, je crois, ou 1964, de Jean-Michel. C'était une école d'ingénieurs en France. D'accord, super. Xavier Poussard a ensuite pu confirmer dans son livre que 2 ans plus tard, en 1965, Jean-Michel demande un autre report militaire de 2 ans, ce qui nous amènerait à 1967, et grâce à un journaliste grand public. Rappelez-vous, l'histoire raconte que les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un frère ou une sœur dont on n'avait pas de nouvelles. Par exemple, Brigitte Macron est maintenant la première dame de France et il regarde cette photo en se disant « Attendez une seconde, on sait où sont censés être tous ses frères et sœurs, mais on ne sait pas où est ce petit gars à gauche qui ressemble exactement à Brigitte, Jean-Michel. »
Et comme la presse a pu prendre les devants et dire « Ah oui, c'est vrai qu'il manque un frère ou une sœur ». Voyons qui c'est. Un journaliste grand public a pu confirmer qu'en 1967, Jean-Michel Trognon se trouvait à Stier, en Allemagne, d'accord? Là-bas, il était enregistré comme sous-officier. Il jouait au hockey sur gazon au club de Spier, pour la saison 1967 à 1968. Donc c'est là qu'il était. Il était en Allemagne et ça pourrait avoir du sens parce qu'il y avait un régiment du génie à Spier à cette époque-là. Militairement parlant, ça pourrait coller. Mais après 1967 à 1968, la piste se refroidit. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de Jean-Michel Trognon à travers la documentation, mais ce que nous savons, c'est que Gravier-Poussard a essayé d'accéder plus en détail à son dossier militaire et que ce dossier militaire n'a été clos qu'en 1981, d'accord? Donc Gravier-Poussard s'est adressé à eux et a dit « J'aimerais consulter ce dossier ». Ça fait très longtemps, évidemment, pour voir ce que ce type a fait pendant toutes ces années. Et l'armée a répondu « Non, pas question, vous ne pouvez pas l'avoir ». Et leur raison était que cela révélerait des informations médicales privées, donc c'était une question de confidentialité. Il y a des informations médicales privées ici, vous ne pouvez pas y accéder. D'accord. Donc la question plus large que l'on se pose depuis le début de cette série, c'est qu'est-ce que Jean-Michel faisait pour l'armée pendant toutes ces années, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait de 1968 à 1981 pour l'armée? Et ce qui est intéressant, c'est que nous savons avec certitude que Brigitte Macron affirme, pendant toute cette période, si on peut la situer quelque part, l'Y située, qu'elle était en Amérique pour l'alunissage. Encore une fois, c'était avant que tout ce scandale n'éclate, donc elle en disait peut-être un peu trop, mais c'est clairement intéressant et ce serait quelque chose qu'on aimerait lui demander sous serment. Elle a dit à un journaliste en 2021. Voici le titre, d'accord? Vous pouvez donc vérifier par vous-même. Et le titre ici, c'est « Brigitte Macron est nostalgique de sa jeunesse américaine. J'étais là quand Armstrong a marché sur la Lune. » Oui, voici la citation directe tirée d'un article. Il est écrit, encore une fois, c'est Brigitte qui fait cette déclaration traduite du français. Elle a dit « C'est le pays où je suis le plus allée quand j'étais adolescente », a-t-elle déclaré lors de son entretien avec Alba Ventura. J'étais là quand Armstrong a posé le pied sur la Lune. J'ai vécu cela avec les Américains. D'accord. C'est très intéressant. Donc, elle dit que le 20 juillet 1969, elle a vécu ce moment avec les Américains. D'accord. La chef de l'État dit, la femme du chef de l'État dit qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle a cette affinité avec l'Amérique. Elle dit aussi ailleurs dans l'article, j'ai vécu cela avec les Américains, en parlant de l'alunissage, et ajoute, je cite, j'ai des souvenirs, et les souvenirs d'adolescence sont ceux qui restent dans nos cœurs. D'accord. Vous aimez l'Amérique. Eh bien, l'Amérique vous le rend bien. Si vous pouviez nous dire ce que vous faisiez ici, pourquoi vous célébriez cela, avec qui exactement vous étiez lorsque vous fêtiez cet événement. C'est pour ça que cette prochaine partie est super intéressante, parce que quelqu'un sur X, et encore une fois, je vous le rappelle, on ne fait qu'enquêter ici. On pose littéralement juste des questions, et c'est toujours plus rapide d'aller directement vers le public parce que les détectives d'Internet sont les meilleurs. C'est un peu comme notre propre CIA. C'est un peu comme, voilà, l'agence de renseignement Candace, composée de maman et de papa détectives sur Internet. Eh bien, quelqu'un sur X a attiré mon attention en affirmant avoir vu une personne qui, selon lui, ressemblait fortement à Jean-Michel Trocino dans un documentaire qu'il regardait sur l'expérience de la prison de l'université de Stanford. Voilà, voici le tweet, juste pour que vous sachiez. Je n'ai rien inventé. Voilà, c'est le tweet. Je regardais l'émission télé sur l'expérience de la prison de Stanford. Dans le premier épisode, on voit le profil de ce jeune homme. À la 5e minute et 45 secondes, j'ai dû revenir en arrière et regarder à nouveau. Et là, je me suis dit, waouh, c'est eux. Tu sais, regarde, je ne suis pas vraiment, genre, un expert en technologie ici, mais ça me dit clairement quelque chose, et en parlant de psychologie, tout ce dont on a discuté dans ce podcast à propos de la psychologie, de la lecture du chaos, ça a attiré mon attention. D'accord? Et puis, quand tu découvres ce qu'était l'expérience de la prison de Stanford, ça éveille encore plus ta curiosité. C'était quoi, l'expérience de la prison de Stanford? Eh bien, c'était l'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire. Sans blague, dans toute l'histoire. Elle était controversée non seulement à cause de ce qui a été fait, mais aussi parce que, des années plus tard, un historien français, en gros,
regardé tout ça en arrière et a dit « c'était du théâtre ». Ces gens jouaient en fait un rôle. Beaucoup de choses qu'on a racontées au public n'étaient tout simplement pas vraies. Ils ont mené cette expérience parce qu'ils voulaient obtenir un certain résultat. Mais laissez-moi vous en parler. Voici ce que l'on sait avec certitude. D'accord? Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'expérience a simplement eu lieu en 1971 et qu'elle a été financée par la marine américaine et les marines. D'accord? C'était financé par l'armée parce qu'ils voulaient étudier le comportement antisocial. Ils voulaient déterminer si, lorsqu'on est soumis à une pression extrême et à des abus. D'accord, réfléchissez à ça. Ils voulaient savoir si, lorsqu'on est soumis à une pression extrême et à des abus, on pouvait transformer des individus psychologiquement sains en personnes capables d'adopter des comportements tordus, comme « est-ce que tu vas suivre le groupe ?» Tu entres, tu t'assois là, tu es une personne saine, tu n'es pas quelqu'un qui ferait quoi que ce soit de tordu. Mais si on continue à te pousser, à te provoquer et à t'abuser, est-ce que tu vas finir par participer? Personne ne sait jamais pourquoi notre armée et notre marine s'y intéressent. Personne ne peut répondre à la question de savoir pourquoi ils s'intéressent à ce genre d'expérience bizarre. Mais je m'égare. Tu connais déjà mon avis sur la psychologie. Bref, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'ils ont passé une annonce dans le journal. C'était juste pour les gens du campus, ils ont trouvé 24 étudiants masculins en bonne santé. Ils ont sélectionné 24 étudiants sur 75 candidats, qui ont ensuite été examinés pour des problèmes psychologiques et médicaux afin de s'assurer qu'ils n'en avaient pas, et les participants ont ensuite été répartis au hasard pour jouer soit le rôle de prisonnier dans une simulation, soit celui de gardien dans cette fausse prison. En gros, le psychologue responsable, ce type complètement louche, franchement, quand je le regarde, je me dis juste « Burke ». Burke, tu vois ce que je veux dire? Vraiment dégueu. Philippe Trimbardeau et quelques étudiants en master ont simulé un environnement carcéral et ont simplement étudié les effets psychologiques du pouvoir perçu et des rôles imposés par la situation. Les gardiens sont devenus de plus en plus autoritaires et on nous dit que les gardiens faisaient partie de l'expérience, d'accord? Ils sont devenus de plus en plus autoritaires, abusifs, sadiques, tandis que les prisonniers montraient des signes de détresse extrême et finissaient par se soumettre. L'expérience était initialement prévue pour durer 2 semaines, mais elle a dû être arrêtée au bout de seulement 6 jours à cause des réactions psychologiques extrêmes et des comportements manifestés par les participants, aussi bien les gardiens que les prisonniers. Et apparemment, c'est la fan de ce gars-là qui a mis fin à l'expérience. Elle est aussi psychologue, Christina Maslach. Elle arrive, elle dit « Oh là là, vous souffrez trop. Il faut qu'on mette fin à cette expérience où ces étudiants au master viennent à s'abuser les uns les autres. » Bref, je vais vous montrer un extrait d'un de ces soi-disant gardiens qui adorait parler de son rôle de gardien et qui dit « Ah ouais, j'ai juste signé pour ce truc. J'étais étudiant et je me suis pris au jeu. J'aimais bien l'abuser des gens. J'ai été choisi au hasard comme gardien et ça m'allait très bien. » Ce gars s'appelle Dave Echelman. Écoutez ça. Chaque jour, je me disais « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin que ce qu'on a fait hier? Comment on peut pousser encore plus? Pourquoi vouliez-vous aller plus loin? Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que je croyais vraiment aider les chercheurs à mieux comprendre le comportement humain. D'un autre côté, ça m'intéressait personnellement. Vous voyez? Je ne peux pas dire que, vous savez, je n'aimais pas ce que je faisais. Peut-être que, vous savez, avoir autant de pouvoir sur ces pauvres prisonniers sans défense, vous savez, peut-être que, vous savez, ça vous procure un certain plaisir, non? Je ne pourrais même pas inventer ça, même si je le voulais. Mais encore une fois, pour ceux d'entre vous qui sont dans le club de lecture et qui découvrent Sigmund Freud, ça, c'est rien. C'est presque la norme en psychologie, avec les études et tout le gaslighting qui va avec. Bref, cela a pris une ampleur encore plus grande quand un historien français, Thibault Le Texier, a décidé d'approfondir cette expérience et a découvert que beaucoup de choses racontées au public à son sujet étaient tout simplement fausses. C'était plus du théâtre qu'autre chose. Ensuite, il y a eu un participant à l'expérience qui a déclaré qu'on lui avait demandé de donner des interviews par la suite et de dire ce qu'on lui disait de dire. Et sa récompense pour cela, c'est que, en gros, Philippe Trimbardeau, lui a donné tout un tas de références et il a pu lancer sa propre carrière en psychologie. Il y a beaucoup à dire là-dessus, comme sur le fait de savoir si c'était réel ou si ces gens savaient ce qu'ils faisaient en y allant, parce qu'ils voulaient essentiellement pouvoir dire « Eh bien, cette étude a montré ceci, donc maintenant c'est officiel. » Et ce type, Echelman, il est vraiment louche. En fait,
C'est le fils d'un professeur d'ingénierie de Stanford et il était étudiant à l'université Chapman au moment de l'expérience. Comme je l'ai dit, il a été le gardien le plus abusif de la prison, il s'est vraiment pris au jeu, il a été super sadique. Et plus tard, il décrit même qu'il se sentait mal pour les personnes qu'il a maltraitées ou, je suppose qu'on peut dire qu'il avait de l'empathie pour les prisonniers, C'était la Navy, les militaires, Skylar, tu peux passer ce clip, ou affiche la capture d'écran de ce qui s'est passé en Irak. En gros, on avait un groupe de soldats qui se livraient à des abus, c'était à Abu Ghraib et le scandale a éclaté. Et il dit ici, ma première réaction a été, c'est tellement familier pour moi. Je savais exactement ce qui se passait. Je pouvais m'imaginer au milieu de ça, en train de regarder la situation dégénérer quand il n'y a que peu ou pas de supervision sur ce que tu fais et que personne n'intervient pour dire « tu ne peux pas faire ça ». Les choses ne font que s'aggraver. Donc, il sort un peu du lot et donne une excuse pour les abus sexuels et l'humiliation auxquels se livraient les soldats américains dans cette prison, sur les Irakiens qu'ils gardaient. Très intéressant. Maintenant, il devient un peu l'autorité en la matière. C'est un peu un terrier de lapin. Le fait est que cette image a vraiment attiré mon attention. Je me suis demandé si ça pouvait être JNT. Je ne sais pas, évidemment. Je n'en ai aucune idée. Et honnêtement, tout ce qu'on cherche, c'est plus d'informations, vraiment, pour écarter cette piste, pour l'écarter parce qu'on ne sait tout simplement pas où est passé JNT. On ne sait pas ce qu'il faisait dans l'armée. On ne comprend pas non plus pourquoi le gouvernement des États-Unis ne s'en mêle pas et ne dit pas à Emmanuel Macron de s'en mêler. Est-ce qu'ils savent quelque chose? Est-ce que c'est nous qui ignorons quelque chose? Ça pourrait être une impasse, mais il y a quelque chose d'intéressant dont je peux vous parler. Peu importe à quel point je creuse cette expérience, je n'arrive tout simplement pas à trouver la liste des 24 étudiants qui y ont participé. Ça devrait être très facile à trouver. C'était financé par l'armée. Eux, ils ont des documentaires. Ils ont mis des photos en ligne. Ne m'envoyez pas ça, les gars. On sait déjà que l'université de Stanford a mis en ligne une tonne de photos et de rapports concernant l'expérience, mais en réalité, ils ne montrent pas 24 participants. Ils ne donnent pas les noms des 24 participants. Il n'y a aucun moyen pour nous de passer tout ça en revue et de dire « Ok, cette personne est ici, celle-là est là », ou de simplement dire « Voilà qui était cet individu, voilà qui était ce prisonnier, voilà qui était ce diplômé ». Et on peut confirmer que tout le monde ici était juste un étudiant américain. Et voilà ce que cette personne fait aujourd'hui. C'est ce qu'on aimerait pouvoir faire. Alors peut-être que vous êtes étudiant à l'université de Stanford, ou que vous connaissez un étudiant de Stanford, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, trouvez ce trésor de preuves, dénichez la liste des étudiants qui ont participé à cette expérience et envoyez-nous un mail à tits@candyzone.com. Peut-être que vous êtes dans l'armée, peut-être que vous êtes dans la marine et que vous avez accès à ces informations ou que vous savez où les trouver, et évidemment en supposant qu'elles soient publiques, ce que je suppose qu'elles doivent l'être, eh bien, envoyez-nous un mail et dites-nous, oui, on fait, ou peut-être que vous avez participé, peut-être que vous faites partie des 24 et que vous pouvez nous confirmer, oui, je connaissais tous les étudiants qui ont participé, voici ce qui s'est passé, et voici plus d'informations à ce sujet. Il semble que le même tout petit groupe de soi-disant étudiants impliqués soit les seuls à en parler, et il y en a beaucoup qui mentent à l'appel. Et nous avons le temps et la patience de creuser le sujet, surtout quand le président de la France me poursuit en justice. C'est devenu ma passion maintenant. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet.